Donc, bonjour à tous et merci et surtout félicitations aux organisateurs de ces assises des journées guyanaises d'infectiologie parce que c'est vraiment des journées formidables et merci aussi pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. J'étais vraiment ravie qu'on me propose d'intervenir sur les biomarqueurs pour le diagnostic des infections fongiques. Et je sais que ici en Guyane, vous êtes très fréquemment confrontés aux infections fongiques. Et en particulier, hier, Mathieu Nasser l'a vraiment bien retracé, l'histoire de l'infectiologie et aussi la place un peu fondamentale de l'histoplasmose dans la recherche sur les infections en général, mais pas que l'histoplasmose, aussi d'autres mycoses, des mycoses cutanées ou d'autres mycoses chez l'immunodéprimé, chez qui effectivement les marqueurs sont vraiment des outils intéressants pour le diagnostic. Et actuellement, on peut dire que ces marqueurs sont vraiment les outils qui sont les plus utilisés pour le diagnostic des infections fongiques. Et évidemment, la visualisation du champignon dans les tissus et l'isolement des champignons en culture, ça reste le gold standard. Mais vous savez que pour les champignons, ça ne marche pas très bien, qu'on n'est pas très bon dans l'isolement de ces champignons qui sont difficiles à isoler. Et que finalement, c'est une ressource importante de pouvoir avoir accès directement aux molécules fongiques qui sont libérées pendant l'infection du champignon dans les tissus, que ce soit de l'antigène ou de l'ADN fongique. Alors, je crois que je peux utiliser ça. Oui, alors juste un tout petit point pour rappeler quels sont les marqueurs qui sont intéressants dans le domaine du diagnostic mycologique. Il y a évidemment il y a les antigènes qui sont des antigènes de paroi, qui sont des sucres, qui peuvent être des sucres spécifiques de certains champignons, comme le galactomannan pour les aspergillus, le glucoxylomannan pour le cryptocoque ou d'autres sucres pour l'histoplasma. Et puis il y a un sucre particulier, le bêta-glucane, qui est sécrété et qui est libéré par l'ensemble des champignons et qui permet donc d'avoir accès à un test panfongique. Et puis il y a l'ADN qu'on peut détecter pour l'ensemble des champignons et que l'on peut détecter soit par PCR, mais aussi par un test unitaire qui est la lampe, dont je vais vous parler tout à l'heure parce que je pense que c'est une actualité importante dans le diagnostic des infections fongiques. Alors, ces marqueurs, ils sont utilisables pour le diagnostic de l'ensemble des infections fongiques invasives, que ce soit de l'aspergillose aux mycoses endémiques. Mais moi, je vais focaliser mon intervention plus sur leur utilité, leur intérêt dans les mycoses pour lesquelles le diagnostic par culture est vraiment extrêmement délicat, voire impossible, comme dans le cas de la pneumocystose, puisque c'est un champignon qu'on ne cultive pas, ou dans le cas de la mucormycose, puisque les mucorales sont des champignons qui sont extrêmement difficiles à cultiver au moins rapidement, ou dans le cas des mycoses endémiques, ça vous le savez très bien, les cultures sont lentes et puis elles sont dangereuses, ça pose un problème au laboratoire. Et j'ai aussi ajouté le screening lors des infections, des colonisations par Candida auris, parce que la culture est trop lente et qu'on a besoin d'un diagnostic rapide pour pouvoir isoler le patient. Je vais y revenir. Donc, si on prend par exemple l'exemple de la pneumocystose, où il n'y a pas de culture pour faire le diagnostic, où on ne fait plus d'examen direct aux grandes dames des infectiologues, puisqu'on n'a plus maintenant de marqueurs fluorescents pour pouvoir examiner directement le champignon dans le LBA. Donc vraiment, tout repose sur l'ADN, sur la détection de l'ADN. Et sur cette diapositive, j'ai mis les résultats qui étaient... J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. J'ai mis les résultats qui viennent de sortir d'une méta-analyse qui est extrêmement intéressante, qui vient de sortir là, dans CID, où il montre vraiment que la détection d'ADN pour le diagnostic de pneumocystose est une technique qui est vraiment très sensible, avec une sensibilité qui est de l'ordre de 98%. Et si vous regardez cette courbe qui est présentée aussi dans cette
dans cet article qui présente les valeurs prédictives positives qui augmentent avec la prévalence ou négatives qui diminuent avec la prévalence. Vous voyez que finalement, pour faire cette PCR, eh bien, lorsque on a une PCR négative, hein, vous voyez que la valeur prédictive négative est très importante et qu'on peut exclure une pneumocystose. En revanche, quand la PCR est positive, là se pose en fonction du tableau clinique un problème d'interprétation, colonisation, infection. Et colonisation, infection, désolé. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir accès au deuxième marqueur intéressant dans la pneumocystose, qui est l'antigène bêta-glucane, hein, ce sucre de la paroi, qui est extrêmement rapidement positif au cours des pneumocystoses, infections pulmonaires, et qui permet un peu, l'association des deux tests, de faire la différence entre colonisation ou infection. Alors le problème, c'est la disponibilité des tests, et vous devez le savoir, en pratique quotidienne, eh bien, les ELISA ou les PCR ne sont pas réalisés tous les jours hein, dans les laboratoires, mais par série, 1 ou 2 fois par semaine. Et donc, pour des diagnostics urgents comme la pneumocystose, eh bien, quelquefois, il faut attendre 4 jours ce résultat, et c'est un vrai problème. Et c'est pourquoi je voudrais vous parler de la lampe, qui est vraiment une méthode qui va maintenant arriver dans les laboratoires, et qui est une méthode extrêmement intéressante, hein, que vous devez connaître, qui est une technique d'amplification isotherme de l'ADN par boucle, c'est-à-dire que l'amplification se fait à une seule température constante, hein, 63 degrés, ce qui simplifie énormément l'équipement. On n'a plus besoin de thermocycleur. Et puis, c'est une amplification extrêmement rapide, en moins de 30 minutes. Donc, on a le résultat en moins de 30 minutes. Et puis aussi, il y a une spécificité élevée de cette amplification qui est due au principe de cette PCR, hein, puisque on choisit 3 couples d'amorces. Donc, on va être très spécifique de la cible qu'on a choisie, mais qui sont judicieusement choisis afin de permettre l'amplification de brins d'ADN qui vont se circulariser et qui vont donc permettre d'obtenir des boucles. Hein, et ces boucles vont être amplifiées extrêmement rapidement et permettant ainsi une amplification en moins de 30 minutes. Donc, c'est vraiment une technique qui est très utile et qui est très utilisée en infectiologie. Et vous le savez, par exemple, cette technique est utilisée maintenant couramment dans les laboratoires pour le diagnostic du paludisme, avec un résultat en 40 minutes pour le paludisme, mais aussi ils sont en train de le mettre en place pour le Mpox. Enfin, c'est vraiment la technique qui permet un traitement individuel, unitaire de l'échantillon et qui permet donc un diagnostic rapide. Donc, en pratique, quel que soit le prélèvement, tous les prélèvements peuvent être utilisés, eh bien ces prélèvements ne seront pas extraits, mais directement purifiés par la température, puis amplifiés selon le protocole que je vous ai donné, et finalement le résultat va apparaître en temps de positivité, hein, qui est donc un temps de positivité qui correspond un peu à ce qu'on rend lorsqu'on rend les CT ou en copie par ml pour la qPCR. Donc, le point limite et négatif, hein, le point faible de la lampe, c'est une sensibilité qui est certes un petit peu inférieure à la qPCR, parce qu'il y a une limite de détection de l'ADN qui est autour de 10 puissance 3 copies par ml, mais certainement cette sensibilité est bien supérieure à ce qu'on peut avoir lors d'un examen direct. Donc c'est vraiment une solution, c'est une technique qui a été évaluée, enfin qui est en cours d'évaluation, à la fois évaluée dans des études prospectives, une étude prospective qui montre vraiment une sensibilité intéressante et des valeurs prédictives positives et négatives qui sont élevées. Donc vraiment un test qui est vraiment intéressant dans le contexte de la suspicion de pneumocystose. Ça a aussi été évalué dans des études rétrospectives où ils ont comparé LAMP et
qPCR, enfin la PCR classique, en montrant que c'est vraiment intéressant. Et là, il y a un papier qui vient de sortir d'une équipe française qui dit que oui, c'est intéressant, peut-être, enfin en tout cas, c'est une alternative très intéressante au test d'immunofluorescence. Moi, je dirais ou plus, à voir, à évoluer, à évaluer. Et je pense qu'actuellement, notre rôle, c'est d'évaluer l'algorithme de cette lampe PCR dans l'algorithme, enfin évaluer quelle est sa position dans l'algorithme diagnostic. L'idéal serait qu'on puisse faire cette lampe, vous rendre le résultat en 30 minutes, et puis le reste se fait au fil de l'eau, avec un rendu de la PCR en 1 à 6 jours, hein, selon le jour où ça arrive, dans le laboratoire, et en même temps les bêta-déglucanes pour l'interprétation. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on travaille sur le positionnement de ces lampes pour améliorer le diagnostic de maladies infectieuses où le diagnostic est urgent, hein, comme la pneumocystose. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser en POC? Enfin, en technique unitaire qu'on pourrait utiliser au lit du malade, eh bien certainement, mais pas pour l'instant, hein, puisque vous l'avez vu, on a encore des manipulations à faire, qui sont des manipulations qui sont un peu trop compliquées pour utiliser ça dans un service de soins. Mais ça va venir, je pense. Alors, le deuxième marqueur dont je voulais vous parler, on en a parlé, mais je voudrais vous revenir dessus, c'est les bêta-D-glucanes, qui sont des marqueurs qui sont une aide, qui est un marqueur qui est vraiment une aide importante pour le diagnostic de mycose superficielle. Et là, je vais parler d'un travail qui a été fait par Chloé Bertin, que certains connaissent, hein, puisqu'elle a été interne, puis chef, je crois, en dermatologie, en infectieux ici à Cayenne. Et elle était avant à Necker. Et lorsqu'elle était à Necker, elle s'est intéressée donc au diagnostic d'infection, enfin aux infections sous-cutanées chez les patients transplantés qui ont souvent des infections de ce style, des infections, enfin des nodules sous-cutanés assez impressionnants, et on se pose toujours la question, est-ce que c'est bien du champignon? Et elle a montré que sur les 20 patients qu'elle a analysés, 100% des patients avaient dans leur sérum des bêta-glucanes à un taux élevé, que c'était un bon moyen diagnostique, simple, aussi bien pour des infections avec des champignons qui sont souvent compliqués à isoler. La plupart du temps, c'est des alternariats, mais pas que. Il y avait au moins 15 espèces différentes chez les 20 patients qu'elle a analysés. Et je pense que ce test, c'est intéressant de connaître son intérêt pour le diagnostic de mycose sous-cutanée. C'est également très intéressant pour faire le diagnostic de mycétomes. Je crois que vous avez des mycétomes. J'avais lu que vous aviez des mycétomes chez les patients qui venaient d'Haïti. Et dans ces cas-là, le bêta-glucane est positif. Et ça permet souvent de faire la différence entre un mycétome fongique ou un mycétome bactérien. Je voulais aussi vous parler de Candida auris, encore une fois, et de l'intérêt de la détection de l'ADN plutôt que la culture pour un screening de Candida auris. Vous savez, ce candida qui est une levure un peu particulière parce que la capacité de diffuser dans les services chez les patients et d'entraîner des épidémies hospitalières, dans les services, avec ce Candida auris qui est résistant à un certain nombre d'antifongiques. Et de ce fait, avec les nombreuses épidémies qui ont été décrites à la fois aux États-Unis, en Europe, en Espagne, il y a eu une épidémie qui a duré 3 mois ou 4 mois, et dans les différents pays. En tout cas, le Haut Conseil de santé publique en France a décrété en 2019 que pour tout patient qui arrivait, qui allait être hospitalisé dans un service et qui avait été hospitalisé à l'étranger dans les 12 mois précédant son hospitalisation, il fallait que ces patients soient dépistés pour Candida auris, afin d'éviter donc ces épidémies épouvantables qu'on a vues dans les années 2019. Alors le dépistage se fait par 2 écouvillons, un écouvillon nasal et un écouvillon qui
écouvillonnent à la fois au niveau de l'aisselle et de l'aine, et normalement ces écouvillons doivent être cultivés. Or nous au labo on met un temps fou à rendre la positivité d'un candidat au risque parce qu'il met un certain temps à pousser, parce qu'il faut le reconnaître, parce qu'il y a d'autres candidats sur la peau, et finalement c'est pas très adéquat de faire une culture parce que on donne l'alerte un peu trop tard. Enfin, ça, Fanny pourra le dire, il n'y a pas énormément de cas en France. Je ne sais pas si vous en avez eu en Guyane. Mais en tout cas, nous, dans les cas qu'on a suivis, on a vraiment regardé l'intérêt de la PCR sur les écouvillons. Et c'est très net, hein, la sensibilité est supérieure à la culture. C'est beaucoup plus facile pour les laboratoires à traiter, hein, puisque on se retrouve souvent avec plein de prélèvements. Le prélèvement du patient, mais aussi de tous les sujets contacts du service. Hein. Et il y a une rapidité de rendu des résultats qui est vraiment impressionnant. Et donc, je pense que ça, c'est intéressant. De même, hein, pour la détection d'ADN, il y a aussi une lampe qui est commercialisée et qui peut être utilisée. Dernier point que je voulais discuter en termes d'actualité, c'est l'avancée diagnostique qui est la plus remarquable, moi je dirais, en matière de marqueurs fongiques. C'est la détection d'ADN dans les cas de mucor, mycoses. Et ça, je pense qu'il faut saluer vraiment le travail de Laurence Millon, hein, qui est une mycologue française, et de son équipe à Besançon, parce que c'est elle qui travaille depuis 2013, enfin bien avant, sur la mise en place d'une PCR qu'elle a vraiment bien étudiée dans tous les sens, à la fois la cinétique d'élimination, la cinétique d'apparition de l'ADN, et elle a fait un travail remarquable allant de la publication de sa PCR jusqu'à un essai clinique qui a été donc publié en 2022 dans CID, où elle montre vraiment l'intérêt de la détection d'ADN fongique. C'est une détection qui est facile et qui est précoce dans les sérums, dans le LBA ou dans les biopsies. En gros, pour faire simple, la charge d'ADN au cours des mucors mycoses est à peu près 10 à 100 fois plus élevée que ce qu'on voit pour d'autres infections fongiques invasives comme l'aspergillose, et c'est vraiment un marqueur très intéressant. Alors, juste un petit rappel, juste pour dire que cette infection, la mucormycose, est une infection qui est redoutable, hein, un pronostic vraiment sévère. C'est vraiment très important de faire un diagnostic précoce, mais que c'est une infection que l'on ne voit pas que chez les patients immunodéprimés, qu'on voit énormément chez les patients qui ont d'autres comorbidités comme le diabète et qu'on n'y pense pas forcément, ou chez les patients qui ont eu un traumatisme cutané important ou des grandes brûlures, que les formes cliniques sont très variables, allant des formes rhino-cérébrales à des formes pulmonaires, et qu'il y a de nombreux agents qui sont responsables donc, de ces infections. Et donc Laurence, elle a donc mis en place cette PCR que l'on appelle la PCR maison, et c'est important parce que vous allez voir pour les évaluations, on se fie vraiment à cette PCR qui, elle a montré, avait une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Alors dans l'évaluation clinique qu'elle a faite, hein, à travers donc le screening de 232 patients qui étaient suspects d'infection fongique à champignons filamenteux. Elle a montré vraiment que cette technique était vraiment une bonne technique, vous voyez, avec l'IQ de ratio positif à 8,3, ce qui montre quand même une bonne technique, et une valeur prédictive négative à 97,9% dans le sérum, hein, quelle que soit la forme, hein, que ce soit, ce qui montre que presque, mais bon, je ne sais pas si tu vas être d'accord, quand la PCR est négative dans le sérum, on peut presque, il faut la refaire, hein, éliminer une infection à mucor mycète. Ce qu'elle a montré d'intéressant, c'est aussi que c'était un marqueur très précoce de l'infection, avec un délai de positivité de la PCR qui est supérieur aux autres marqueurs, hein, à la culture et aussi au diagnostic radiologique, et ça je pense que c'est important. Donc il faut avoir en tête de prescrire cette PCR dans le sérum lorsqu'on a une suspicion. Et enfin, ce qu'elle a montré aussi très intéressant, ce qui est particulier à cette PCR, c'est l'intérêt de la surveillance de l'ADN
émis lors du traitement, quand le diagnostic est fait, lors du traitement. Et elle a montré très bien que les patients qui se négativaient à 10 jours du traitement avaient vraiment une espérance de vie qui était bien supérieure à ce qu'on voit chez les patients qui restent positifs pendant le traitement. Donc vraiment une technique importante et une méthode diagnostique, un marqueur très intéressant. Et pour l'illustrer, je voudrais juste vous montrer rapidement ce cas clinique qui nous avait marqué avec Fanny, qui l'a pris en charge. Juste pour vous montrer, c'est une petite fille qui a eu une transplantation hépatique et qui a eu un traumatisme qui s'est secondairement infecté par une souche de mucorale. Et lorsque elle a été prise en charge, ça a évolué extrêmement rapidement, nécessitant donc des exérèses chirurgicales très importantes. Et quand vous regardez finalement la chronologie, avant le jour où le diagnostic a été formellement porté et où elle a été traitée par amphotéricine B, eh bien l'ADN était déjà présent dans le sérum. On aurait presque pu la traiter plus tôt, mais à l'époque on ne faisait pas cette PCR. Et puis elle s'est négativée avant la négativation des prélèvements cutanés chirurgicaux, ce qui montrait vraiment que là on tenait le bon bout et que l'infection était contrôlée. Donc c'est vraiment, je pense, un test diagnostique vraiment intéressant. Le point qu'il faut garder à l'esprit si cette PCR est utilisée dans les différents laboratoires, c'est que tous les essais que je vous ai montrés, c'est avec la PCR maison. Donc on peut comparer les résultats. Mais maintenant, il y a de nombreux kits qui sont commercialisés, heureusement. Mais finalement, les performances des kits sont inférieures à ce qu'on voit avec la PCR maison. Là, vous avez un exemple. On a évalué le kit Mycogénie d'Ademtech, qui est un kit très bien. Ici, vous avez, chaque point représente donc un prélèvement. Là, vous avez la valeur des CT. Et vous voyez qu'à partir d'une valeur de 35, en bleu, vous avez donc la PCR maison, qui reste détectable, mais en revanche, qui est plus détectable à partir d'un CT à 35 avec la PCR Mycogénie. Donc, c'est important de voir quel type de PCR on utilise. Donc, juste pour conclure sur cette PCR mucorale, l'important du travail de Laurence a été vraiment de peut-être arriver à faire inclure cette PCR dans les recommandations ERTC pour qu'elle soit prise en compte dans le diagnostic des mucorales. Et pour l'instant, les kits qui sont commercialisés font moins bien que la PCR maison. Alors là, je ne vais pas du tout en parler, hein. C'est la détection d'antigènes fongiques par LFA. Je voulais simplement vous dire que c'est vraiment des tests LFA unitaires très utiles, mais je pense que vous allez entendre beaucoup parler de ces tests et de leur valeur avec tous les topos qui sont prévus sur la cryptococose et l'histoplasmose, mais c'est vrai que ce sont des tests qu'on peut utiliser de façon unitaire sur différents types de prélèvements sanguins et urinaires. Donc, quelques messages. Les biomarqueurs fongiques sont utilisables pour le diagnostic de pratiquement toutes les infections fongiques invasives, mais pas que, hein. C'est aussi intéressant pour les mucoses superficielles. Il y a beaucoup de nouveautés en termes de standardisation qui permet des évaluations cliniques et vraiment de pouvoir donner les valeurs diagnostiques en fonction des contextes cliniques. On va peut-être pouvoir donner aussi le bon usage de la recherche de ces marqueurs fongiques. Il y a des avancées techniques notables sur les méthodes de détection. Particulièrement maintenant, on utilise les lampes, les tests unitaires LFA qui permettent d'être utilisés dans des contextes d'urgence diagnostique, mais également qui permettent d'être utilisés aussi dans des pays à faible ou à moyen revenu. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que ces mycoses sont fréquentes dans ces pays. Et enfin, il reste encore beaucoup de gaps. Il y a beaucoup de choses à faire dans le diagnostic et il manque vraiment d'algorithmes diagnostiques validés pour les différents types d'infections fongiques. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention.